Si vous portiez un BAR dans le Pacifique, vous étiez un homme marqué. Les Japonais savaient exactement ce que cette arme pouvait faire à une ligne d'infanterie en pleine charge, et ils apprirent à abattre le tireur au BAR en premier, à chaque fois, sans exception. Mais l'histoire de cette arme commença en réalité pour une raison complètement différente, dans une guerre complètement différente. Mais avant que le BAR ne terrifie les soldats japonais à travers le Pacifique, il convient de comprendre pourquoi cette arme fut créée de manière si unique au départ. Car le rôle pour lequel elle fut conçue et le rôle qu'elle joua réellement s'avérèrent être deux choses très différentes. Quand la Première Guerre mondiale s'enlisa dans les tranchées, l'infanterie fit face à un problème que personne ne pouvait résoudre. Voyez-vous, à ce stade de l'histoire, l'arme standard de l'infanterie était encore le fusil à verrou. Un soldat pouvait tirer peut-être 15 coups ajustés par minute s'il était bien entraîné. Et après chaque tir, il devait actionner manuellement le verrou pour chambrer la cartouche suivante. Cela convenait parfaitement pour le tir ajusté à distance, mais cela créait un problème dévastateur quand il fallait traverser un terrain découvert. Si vos hommes s'arrêtaient pour tirer, ils devenaient des cibles stationnaires pour l'artillerie et les mitrailleuses ennemies. Mais s'ils continuaient d'avancer sans tirer, les défenseurs ennemis pouvaient installer leurs propres mitrailleuses et les faucher de toute façon. Les bombardements d'artillerie pouvaient pilonner les positions ennemies pendant des heures, forçant les défenseurs à se réfugier dans leurs abris. Mais ce feu devait cesser avant que les troupes amies ne montent à l'assaut. Et dans l'intervalle entre le moment où les canons se taisaient et celui où les assaillants atteignaient réellement la tranchée ennemie, les défenseurs rampaient hors de leurs trous, installaient leurs armes et massacraient tous ceux pris à découvert. Ce dont l'infanterie avait désespérément besoin, c'était un feu automatique capable de se déplacer avec l'assaut. Quelque chose qui permettrait aux soldats de continuer à tirer tout en avançant, maintenant les têtes ennemies baissées pendant ces secondes critiques d'exposition. On ne pouvait pas simplement s'arrêter et établir une ligne de tir, car cela regroupait les hommes en cible facile. Et des mitrailleuses plus lourdes existaient, mais traîner une Maxim refroidie par eau à travers le no man's land n'était tout simplement pas réaliste. Les Français tentèrent une solution avec le fusil automatique Shosha. Le concept tactique s'avéra en fait pertinent, démontrant qu'un seul soldat pouvait réellement porter une puissance de feu automatique vers l'avant pendant une attaque, mais l'arme elle-même était encombrante et peu fiable. Et les troupes américaines qui reçurent des versions rechambrées pour la cartouche de 30-06 eurent des problèmes constants avec elle. Ainsi, bien que les Français aient montré ce qui était possible, ils n'avaient pas construit le bon outil pour la tâche. La mission de créer quelque chose de meilleur revint à John Browning, le concepteur d'armes à feu le plus accompli de l'histoire américaine. Et à travers des années de développement et de perfectionnement, il allait finalement produire une arme sans équivalent à l'époque. Ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir, c'était jusqu'où sa création voyagerait, finissant par se retrouver dans les jungles du Pacifique face à un ennemi de l'autre côté du monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer affronter. Le fusil automatique Browning, ou BAR, était chambré dans la cartouche standard de 30-06, pesait environ 7 kg et était alimenté par un chargeur boîte de 20 cartouches. Mais comprendre ce qui rendait cette arme spéciale nécessite de comprendre exactement quel problème elle fut conçue pour résoudre. L'armée développa quelque chose appelé la doctrine du tir en marchant, spécifiquement autour du BAR. L'idée était que les soldats équipés de ces nouveaux fusils automatiques avanceraient vers les positions ennemies tout en tirant, principalement depuis la hanche et principalement en mode semi-automatique. On n'essayait pas d'atteindre des cibles spécifiques à ce stade. On voulait simplement suffisamment de balles envoyées vers l'ennemi pour forcer chaque défenseur à garder la tête baissée pendant que votre ligne d'assaut comblait la distance. Contrairement au fusil à verrou qui nécessitait un actionnement manuel après chaque tir, le BAR permettait à un homme de continuer à marcher et à tirer sans rompre sa foulée. Browning conçut même les commandes de l'arme autour de ce concept. Le sélecteur de tir était intentionnellement rigide, nécessitant un effort réel pour être déplacé, parfois avec 2 doigts. Il allait de la position sûreté vers l'avant en semi-automatique, puis encore vers l'avant en automatique. Un arrêt à ressort rendait le passage du semi-automatique à l'automatique facile. Mais revenir en position sûreté nécessitait une force délibérée, de sorte qu'un soldat changeant de mode sous le stress ne puisse pas accidentellement basculer sur sûreté et trouver son fusil inerte au pire moment. Le BAR était livré avec un équipement en toile spécialement conçu également. Le ceinturon du tireur comportait une coupelle métallique montée sur le côté droit, conçue spécifiquement pour soutenir la crosse lors du tir depuis la hanche en mouvement. Donc, ce n'était pas quelque chose que les hommes improvisaient sur le terrain, car le tir depuis la hanche en avançant était une doctrine officielle de l'armée avec un équipement dédié pour le rendre possible. Le premier combat eut lieu en septembre 1918, quelques semaines seulement avant l'armistice.
Mais le bar n'eut jamais vraiment l'occasion de faire ses preuves dans le rôle pour lequel il avait été conçu. Le général Pershing craignait que le déploiement de l'arme en petit nombre ne permette aux Allemands de capturer des exemplaires et potentiellement de les reproduire par rétro-ingénierie. Il voulait déployer le bar en nombre massif d'un seul coup, équipant des divisions entières simultanément, plutôt que de le laisser arriver au combat au compte-gouttes. Le plan était de le déchaîner lors des offensives de printemps prévues pour 1919. Mais la guerre prit fin avant que cela ne puisse se produire. Ainsi, le bar fut mis en réserve sans jamais avoir été testé à grande échelle pour les tactiques de tir en marchant pour lesquelles il avait été spécifiquement créé. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit pendant l'entre-deux-guerres. Ces 50 000 bars entreposés dans les armureries de la garde nationale à travers l'Amérique devinrent des cibles pour les criminels. Les installations de la garde avaient du personnel à temps partiel et une sécurité plus faible. Et pendant les années les plus violentes de la Prohibition, certains des hors-la-loi les plus notoires du pays en profitèrent pleinement. Clyde Baroffi, du bar, son arme de prédilection, le préférant au pistolet mitrailleur Thompson parce que la cartouche de 30-06 pouvait percer les panneaux de carrosserie des automobiles des années 1930, ce que les balles de calibre 45 du Thompson ne pouvaient pas faire de manière fiable. En 1933, Clyde et son frère cambriolèrent une armerie en Oklahoma et volèrent 5 bars ainsi que des milliers de cartouches. Il modifia ses armes volées en raccourcissant les canons et les crosses, créant quelque chose de compact et dévastateur. Quand Bonnie et Clyde furent finalement pris en embuscade en 1934, leur voiture contenait 3 bars automatiques et 100 chargeurs pleins. Ces fusillades, où des criminels surpassaient la police en puissance de feu avec des armes militaires, menèrent directement à une nouvelle législation fédérale qui imposait une taxe de $200 sur les armes automatiques, ce qui en argent de 1934 suffisait à les mettre hors de portée de la plupart des gens. Colt répondit en développant une version plus courte et plus légère, appelée le Monitor R80, spécifiquement pour les forces de l'ordre, avec un canon de 46 cm qui ramenait le poids à seulement 6,5 kg. À la fin des années 1930, avec une autre guerre qui semblait inévitable, l'armée décida de mettre à jour le design pour le conflit à venir. Le résultat fut le M1918A2, et les modifications reflétaient une vision complètement différente de ce que l'arme devait être. Ils éliminèrent entièrement le tir semi-automatique, le remplaçant par 2 réglages automatiques, une cadence lente, utilisant un mécanisme de tampon hydraulique, et une cadence plus rapide, sans celui-ci. Ils ajoutèrent un bipied monté au niveau du canon, un cache-flamme et un appui de crosse articulé. Et les 7 kg d'origine passèrent à près de 9. Ce que l'armée essayait de faire, c'était transformer le BAR en fusil mitrailleur léger. Mais ils ne résolurent jamais la limitation fondamentale qui le séparait des vrais fusils mitrailleurs légers, comme le Bren britannique ou le MG34 allemand. Lors d'un tir soutenu, les canons surchauffent et la précision se dégrade. Les vrais fusils mitrailleurs légers permettaient donc aux équipes de changer de canon en quelques secondes, tandis que le BAR nécessitait un démontage de niveau atelier, complètement impraticable au combat. Le fabricant belge FN proposa effectivement à l'armée un système de changement rapide de canon en 1938 et 1939, mais l'armée refusa parce qu'il ne s'adaptait pas aux boîtiers existants. Cette décision signifia que les soldats américains combattraient toute la guerre suivante avec une arme qui avait une main attachée dans le dos en matière de tir soutenu. Et cette doctrine originale du tir en marchant s'avéra complètement inutile dans le Pacifique. On ne pouvait pas marcher à travers un terrain découvert en tirant depuis la hanche, quand on pouvait à peine voir à 10 mètres à travers la végétation de la jungle. Les positions japonaises étaient creusées dans des grottes et des bunkers fortifiés qu'on ne repérait souvent que lorsqu'on était juste dessus. Ainsi, les troupes américaines arrivèrent dans le Pacifique avec une arme conçue pour les tranchées de France, modifiée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un fusil mitrailleur léger, jeté dans un combat que personne n'avait prévu. Une fois confrontés à la réalité du combat dans la jungle, les soldats abandonnèrent presque immédiatement les améliorations de l'armée, arrachant les bipieds et les cache-flammes pour réduire le poids et utilisant les armes comme Browning les avait conçues à l'origine. La doctrine d'entraînement établit le BAR comme l'arme automatique principale de l'escouade, opérée par une équipe de 3 hommes. Le tireur portait environ 220 cartouches dans 11 chargeurs. Le tireur assistant portait des munitions supplémentaires et était entraîné à saisir l'arme et à continuer à tirer dès que le tireur principal tombait. Et chaque homme de l'escouade apprenait les bases du maniement de l'arme, car l'armée s'attendait à ce que les tireurs au bar deviennent des pertes à un taux bien plus élevé que les fusiliers ordinaires. L'analyse d'après-guerre estima que la durée de vie moyenne au combat d'un tireur au bar était d'environ 30 minutes une fois que les tirs commençaient. Si vous éliminiez l'homme au fusil automatique, vous paralysiez la capacité de toute une escouade à fournir un feu de suppression. Ainsi, chaque ennemi qui repérait une unité d'infanterie américaine
savaient exactement qui abattre en premier. Les rapports du Pacifique confirmèrent cela, notant que dans tous les engagements, l'ennemi accordait constamment une attention prioritaire aux bars. Maintenant, pour comprendre pourquoi les soldats japonais en vinrent à haïr cette arme à ce point, il faut comprendre ce qu'ils portaient et à quel point leurs escouades étaient organisées différemment. Les fusils mitrailleurs légers type 96 et type 99 étaient ce que les Japonais avaient de plus proche du BAR, mais ils n'appartenaient pas vraiment à la même catégorie d'armes. C'étaient des fusils mitrailleurs légers servis par une équipe, basée sur le design tchèque ZB26, nécessitant une équipe dédiée pour fonctionner efficacement. Le type 96 contenait 30 cartouches contre les 20 du BAR, et les deux armes japonaises avaient quelque chose que les tireurs américains désiraient désespérément. Des canons à changement rapide qui permettaient aux équipes de remplacer les canons surchauffés en quelques secondes et de continuer à tirer. Mais voici ce qui est intéressant dans l'approche japonaise. Ils ne développèrent jamais quelque chose comme le BAR, une véritable arme automatique d'escouade qu'un seul soldat pouvait porter et utiliser de manière autonome. Ils ne déployèrent jamais non plus de pistolets mitrailleurs en nombre significatif. Le type 100 était le seul pistolet mitrailleur japonais de la guerre, et la production était si limitée que la plupart des soldats japonais n'en virent jamais un. Leur arme d'infanterie standard resta le fusil à verrou Arisaka, et toute leur doctrine tactique était construite autour d'une philosophie très différente de celle des Américains. Une escouade japonaise typique de 13 à 15 hommes s'organisait entièrement autour du soutien de ce seul fusil mitrailleur léger servi par une équipe. 4 hommes opéraient l'arme elle-même, et les fusiliers restants existaient principalement pour transporter les munitions et protéger l'équipe de la mitrailleuse jusqu'à ce qu'ils puissent se rapprocher de l'ennemi pour la charge finale à la baïonnette. La doctrine japonaise mettait l'accent sur le fait de pénétrer le plus rapidement possible à l'intérieur de l'avantage de puissance de feu de l'ennemi et de finir le combat au corps à corps. La mitrailleuse fournissait la suppression, pendant que les fusiliers comblaient la distance. L'approche américaine évolua dans la direction exactement opposée. En 1944, les escouades de Marines avaient 3 équipes de combat de 4 hommes, et chaque équipe de combat avait son propre BAR. Là où une escouade japonaise perdait toute capacité de feu automatique si son unique fusil mitrailleur léger était mis hors service, une escouade de Marines qui perdait un BAR en avait encore 2 autres. Les mathématiques de la redondance jouaient en faveur des Américains à chaque fois. Cela entraîna une augmentation spectaculaire des BAR par division de Marines tout au long de la guerre. En 1943, une division comptait environ 500 BAR, mais en 1945, ce nombre avait grimpé à plus de 860, une augmentation de près de 70% directement motivée par l'expérience du combat. Les Marines apprirent qu'ils avaient besoin de fusils automatiques répartis dans les squads plutôt que concentrés dans une seule arme, et qu'ils avaient besoin que chaque homme soit entraîné à en ramasser un quand le tireur tombait. Des documents japonais capturés reconnaissaient que les divisions américaines possédaient 5 à 6 fois la puissance de feu des divisions japonaises, quand le soutien naval et aérien était inclus. Leur réponse fut de mettre l'accent sur la surprise, les opérations de nuit et le rapprochement aussi rapide que possible, avant que les armes automatiques américaines ne puissent faire leur œuvre. Mais pénétrer à l'intérieur de ce périmètre signifiait traverser un terrain couvert par des hommes armés de BAR. Guadalcanal montra ce qui se passait quand ils essayaient. À la bataille de Tenaru, en août 1942, environ 900 soldats japonais chargèrent une position sur un banc de sable où les Marines avaient établi des champs de tir croisés. Les BAR complétaient les mitrailleuses plus lourdes, comblant les lacunes et couvrant les angles morts sur l'approche. Au matin, environ 800 Japonais étaient morts contre 44 Marines tués. Sur Saipan, en juillet 1944, plus de 4000 soldats japonais lancèrent ce qui allait devenir la plus grande charge Banzai de la guerre. Ils frappèrent avant l'aube, et les combats se poursuivirent pendant 12 heures. Les armes tiraient en continu, non plus en courtes rafales, les tireurs balayant leurs canons de gauche à droite à travers la masse chargeante. Même alors que les corps s'empilaient devant les positions américaines, les Japonais continuaient de venir, escaladant leur propre mort. Quand ce fut terminé, plus de 4000 Japonais avaient été tués, et il y eut des soldats qui méritèrent les plus hautes distinctions militaires avec leurs barres, associant l'arme à un niveau de bravoure difficile à concevoir. Le soldat Wilson Watson sur Iwo Jima chargea seul une série de casemates fortifiées, tirant dans les ouvertures et lançant des grenades. Le lendemain, quand son peloton fut cloué au sol au pied d'une crête, il gravit la pente sous le feu des mortiers et des mitrailleuses, puis se tint complètement exposé sur la crête et tira depuis la hanche. Il tint cette position pendant 15 minutes, tuant 60 Japonais avant que ses munitions ne soient presque épuisées. Il fut touché 7 fois par balle et reçut des éclats de mortier dans l'épaule. Et quand il vérifia ses chargeurs après, il ne trouva que 2 cartouches restantes. À Manille,
Deux tireurs au bar, nommés Cleto Rodriguez et John Reese, trouvèrent leur peloton cloué au sol à 100 mètres d'une gare ferroviaire, défendue par 300 fusiliers marins japonais. Ils saisirent toutes les grenades et tous les chargeurs qu'ils pouvaient porter et sprintèrent sous le feu ennemi jusqu'à un bâtiment à 60 mètres de l'objectif. Pendant plus d'une heure, ils engagèrent des cibles d'opportunité, tuant plus de 35 soldats ennemis. Et quand ils repérèrent des soldats japonais se dirigeant vers des positions défensives, ils en tuèrent 40 autres avant qu'ils ne puissent atteindre un abri. Quand leurs munitions furent presque épuisées, ils se replièrent en se couvrant mutuellement à tour de rôle. Reese fut tué par un tireur embusqué alors qu'il rechargeait son arme, disant à Rodriguez de partir en premier parce qu'il avait une famille qui l'attendait. Les deux hommes reçurent la médaille d'honneur, celle de Reese étant décernée à titre posthume. Lors des dernières campagnes, quelque chose avait changé dans les tactiques japonaises. Les charges banzai devinrent de plus en plus rares, et sur Peleliu et Okinawa, les garnisons japonaises choisirent de combattre depuis des positions fortifiées plutôt que de se masser à découvert. Le général Kuribayashi sur Iwo Jima interdit explicitement les charges banzai, les qualifiant de gaspillage de vies humaines. C'était un rejet complet de la doctrine offensive japonaise traditionnelle, motivé par ce qui se passait chaque fois qu'une infanterie massée tentait de se ruer à travers le feu des armes automatiques américaines. Le bar resta en service bien après la fin de la guerre du Pacifique. Il vit le combat en Corée et fut apparemment porté par certaines unités pendant les premières années du Vietnam. La mitrailleuse M60 le remplaça finalement en 1957, près de 4 décennies après que John Browning eut construit son fusil automatique pour les tranchées de France. Il l'avait conçu pour résoudre un problème très spécifique dans une guerre très spécifique, n'imaginant jamais qu'il finirait sur des îles du Pacifique, dans les montagnes gelées de Corée et dans les jungles d'Asie du Sud-Est.